Voilà, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter mon projet de recherche intitulé Tétranormalisation et management stratégique du territoire, le cas du Grand Genève. Quelques mots sur le contexte de la recherche. Au niveau du chercheur, je suis moi-même manager à l'État de Genève, responsable financier d'un département. Et qui dit finance dit généralement quelques soucis de ressources, et le contexte est actuellement difficile en termes de budget en raison d'une dette très importante au niveau de l'État de Genève. Je suis également associé au développement de l'agglomération du Grand Genève, dont je vais vous parler, et je considère dans ma recherche le fait qu'il me semble important que je fais partie de l'organisation. Je ne suis pas externe, je suis totalement impliqué et concerné au titre des ressources financières. Quelques mots sur le terrain, le Grand Genève. J'ai indiqué en italique le mot organisation, puisqu'actuellement ce Grand Genève est en fait un territoire à cheval sur deux États, la Suisse et la France, deux cantons suisses. Et le développement actuel porte sur des questions d'aménagement du territoire, de développement d'infrastructures, sans, me semble-t-il, considérer le Grand Genève comme une organisation. Nous avons bien une gouvernance au niveau politique, un certain nombre d'ingénieurs et de spécialistes de part et d'autre auprès des partenaires, mais on ne parle pas véritablement d'organisation. Le Grand Genève est une métropole transfrontalière caractérisée par un territoire dynamique à très forte valeur ajoutée. Pourquoi très forte valeur ajoutée? On parle de Genève. Genève est une place mondialement connue, très attractive, avec des ressources qui sont en réalité très importantes. Et ce phénomène d'attractivité vis-à-vis de la région, en termes d'emploi, en termes de logement, pèse sur un territoire finalement exigu. Cette organisation est confrontée au problème de croissance de toute métropole, c'est-à-dire que cette attractivité, comme je vous l'ai dit, nuit en quelque sorte au logement, au transport, à toutes les infrastructures d'une ville. Donc en quelque sorte on passe d'une vision tout à fait locale d'une ville avec une périphérie à une métropole. Cette situation génère des opportunités, des risques, mais permet aussi, en termes d'opportunités, d'avoir une vision. Quelques expressions échangées avec mon directeur de thèse, mais également au cours des différents entretiens et interviews que j'ai pu avoir auprès des informateurs, acteurs dans mon environnement. Grandir sans grossir, donc quelle est la limite? Qu'entend-on par grandir? Comment ne pas grossir? Comment ne pas attirer les problèmes d'autres métropoles? Comment éviter les écueils des grandes agglomérations? L'idée également de construire plutôt que subir l'agglomération, c'est-à-dire que si on ne fait rien, que se passe-t-il? A-t-on des chances d'avoir une agglomération qui sera conforme à ce que l'on souhaite? N'a-t-on pas plutôt intérêt à la construire qu'à la subir? Ça, c'est un discours politique que j'entends régulièrement. Et également intégrer sans dissocier. Pourquoi intégrer? Puisqu'on ne parle pas d'addition de partenaires ou de régions, mais véritablement d'intégration des différentes dimensions, mais des partenaires, tout en évitant de dissocier, en faisant la part des choses, comme le cas a pu être connu jusqu'à présent. Une région dispose de surface pour du logement, une autre propose des emplois, et cette situation fait qu'on assiste à une forme de dissociation. Et une réflexion que je trouve intéressante, c'est celle de la transition entre l'aménagement du territoire, tel que je l'entends dans ma position au sein de l'organisation, de l'aménagement du territoire au management du territoire, dont je n'ai jamais entendu parler dans le cadre de mon organisation État de Genève, mais également dans le Grand Genève. Quelques mots encore sur le Grand Genève. Parmi les décisions des acteurs élus, j'entends par acteurs élus les élus qui, eux, sont habilités à prendre des décisions pour le développement du Grand Genève et qui sont des acteurs de cette construction. Une des décisions est celle de l'intégration de la dimension environnementale comme axe stratégique.
C'est un point essentiel, puisque si on ne parle pas d'environnement, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se pose pas la question de savoir si on construit une route ou pas. Des quartiers sont construits, nous construisons une route sans s'intéresser à l'environnement, à l'utilisation des sols, au respect des surfaces agricoles, etc. Donc c'est un axe qui est transversal et présent dans chacun des projets du Grand Genève. On observe une faible intégration de cette dimension. Je rentre un cran un peu plus en avant dans la réflexion et dans le raisonnement. Une faible intégration de cette dimension en raison de divergences normatives suisses et françaises. Le cas est très simple, les normes, prenons le cas de l'air, les normes européennes et les normes suisses sont très différentes. Sur un même territoire, nous avons donc des approches, des mises en œuvre de lutte contre la pollution très différentes. Un même cours d'eau traverse les deux territoires. Or, les qualités d'eau, la qualité d'eau, les débits, ce genre d'éléments-là, ne sont pas traités de la même manière. Ce qui donne lieu à ce que monsieur Saval et madame Zardet, chercheurs et professeurs à l'ISEOR, nomment la tétranormalisation au sens d'addition, de superposition de normes contradictoires et disparates. Et on est typiquement dans ce cas-là lorsque l'on considère Genève comme une organisation unique. Le Grand Genève est également une construction innovante et inédite. Innovante puisqu'elle porte sur deux territoires, alors qu'en général les agglomérations concernent un État, et inédite dans le contexte actuel, puisque nous n'avons jamais connu une telle organisation à ce niveau-là, mais qui génère inévitablement des difficultés, enfin qui est confrontée à des difficultés en raison de cette tétranormalisation. Et je cite le professeur Bonnet qui, pour faire le lien avec la présentation des pages précédentes, sur le territoire est aussi une organisation qui s'ignore, qui personnellement me parle beaucoup, puisqu'encore une fois, je n'ai pas observé de notion d'organisation au sein du Grand Genève. Donc j'ai travaillé sur cet aspect-là. Alors je vous propose d'assister, de regarder une petite présentation qui n'est pas de moi, c'est celle véritablement construite, faite par le Grand Genève, qui permet de mieux comprendre les enjeux, je prie de m'excuser, les enjeux et en quoi consiste le Grand Genève exactement. Voilà. Donc je poursuis la présentation. Donc sur la base de ce petit film, encore une fois, construit par les acteurs du Grand Genève,
la problématique de ma recherche. La question de recherche, comment mettre en œuvre un management stratégique environnemental du territoire dans le Grand Genève, malgré les normes contradictoires. Selon l'approche théorie socio-économique, j'ai développé cette question de recherche sous forme d'hypothèse centrale descriptive, explicative et prescriptive. Une hypothèse centrale, c'est que ce management stratégique du territoire nécessite une nouvelle forme d'apprentissage en raison des incohérences des systèmes de normes. Les acteurs agissent dans le cadre de leurs normes nationales, et cette situation me permet ensuite d'apporter une hypothèse descriptive. Les actions stratégiques de l'environnement sont désordonnées et incohérentes, et elles sont globalement peu efficientes, toujours en raison de ces incohérences des systèmes de normes. Une hypothèse explicative, ces difficultés sont accentuées par un manque d'apprentissage organisationnel innovant, source de coûts-performance cachés. L'hypothèse prescriptive, ce qui est prescrit, en s'appuyant sur le management socio-économique au sens de Saval et Zardet, valoriser le développement de potentiels endogènes pour financer le management stratégique durable de l'environnement en visant l'autofinancement. Quelques mots sur le projet de recherche au niveau de sa finalité. J'ai bien compris que nous sommes dans le cadre d'un executive DBA dont les impacts doivent être profitables, bénéfiques pour l'entreprise ou l'organisation. L'objectif, mon objectif personnel quelque part, c'est de proposer aux acteurs élus, là je me place au niveau politique, attirer leur attention sur cette recherche, leur proposer une stratégie globale d'intégration, qui encore une fois à ma connaissance n'existe pas, de l'environnement dans la construction du Grand Genève, à l'appui du management socio-économique, en tant que réponse à l'apprentissage en simple boucle. Donc ça c'est Chris Argyris, l'apprentissage organisationnel, et en tant qu'ingénierie de l'apprentissage en double boucle, c'est-à-dire comment finalement mettre en œuvre cette nouvelle forme d'apprentissage, nous le verrons au niveau, à l'appui de l'analyse calimétrique. Tout en tâchant de démontrer la vraisemblance de la démarche, sinon la recherche n'a pas d'intérêt, la faisabilité du projet également, et l'intérêt de poursuivre sur cette voie qui potentiellement peut être encourageante et prometteuse. Au niveau de la méthodologie, je vous ai déjà dit quelques mots. Retenons qu'il s'agit d'une démarche exploratoire. Je me suis, bien qu'étant intégré à l'organisation, je me suis placé dans une vision totalement explorative. Je ne connais pas l'environnement, je connais un peu le Grand Genève, tout en appliquant une recherche de type recherche-intervention, en cherchant à intervenir au sein de l'organisation. Donc je suis en quelque sorte partie prenante de la recherche. Je me base donc, je l'ai dit, sur l'apprentissage organisationnel au sens de Chris Argyris, la tétranormalisation que nous avons vue, tout en cherchant à appliquer la théorie socio-économique par l'identification et la valorisation de dysfonctionnements, de difficultés dues à cette tétranormalisation, tout en mesurant des coûts-performance cachés en vue d'une performance durable et d'un autofinancement. Nous le verrons, au titre préalable, j'ai ouvert une enquête dite environnement, afin de débroussailler la question finalement de l'environnement. Le processus de recherche, 2 étapes, je l'ai dit, une enquête environnement au titre de recherche préalable, j'insiste bien, ce n'est pas le cœur de la recherche, c'est afin d'introduire le sujet, de bien comprendre la question environnementale. Pourquoi je me suis posé cette question? Objectif, une démarche exploratoire, faire parler, faire émerger des connaissances nouvelles, en interrogeant les acteurs, les informateurs, selon une expression, les savants ordinaires qui sont titulaires d'un savoir, d'une expertise, autrement dit, les chefs de projet, les directeurs généraux que je côtoie, afin initialement d'évaluer l'importance de la question environnementale. Alors juste un mot peut-être là-dessus.
dans ma position de manager au sein de l'entreprise, j'observe que chacune de ces directions en charge d'une problématique environnementale spécifique travaille pour son domaine, c'est-à-dire que le directeur de l'agriculture va défendre l'agriculture, le domaine de l'eau va défendre le domaine de l'eau. Je me suis dit, tiens, faut m'en dire un petit peu plus. Donc j'ai développé un questionnaire que j'ai administré online sur Sphinx Déclic 2, que j'ai adressé à tous les cadres du département. Et ce qu'on entend par cadre, ce sont les managers et les spécialistes, avec ou sans encadrement, qui sont chargés des questions environnementales. Donc, autant de thèmes, autant de spécialités, autant de normes, de lois et de pratiques différentes. L'agriculture et les déchets ou le bruit n'ont pas beaucoup de points communs, si ce n'est peut-être le dénominateur commun du mot environnement et encore. Le taux de réponse obtenu est supérieur à 50%, donc satisfaisant, probablement suffisamment représentatif dans le cadre de cette recherche. J'ai considéré cette recherche préalable comme une démarche originale, et c'est le retour que j'ai eu des acteurs, savoir, tiens, c'est intéressant, c'est la première fois qu'on nous pose la question de notre avis sur l'environnement. C'est la première fois qu'on se pose la question sur peut-on agir autrement que la façon dont on agit ou avec laquelle on agit jusqu'à présent. Une approche qui est actuellement, encore une fois, j'insiste, hyper spécialisée, hyper segmentée, réglementée, en raison des normes spécifiques, donc une démarche originale. Cette enquête a été réalisée en 2 étapes. D'une part, ce questionnaire dont je vous ai parlé, en utilisant Sphinx Déclic, en partant d'un mur d'images, le mot environnement en français ou en anglais, tapé sur Google. J'ai obtenu un certain nombre d'images, j'ai tâché de retenir les images les plus représentatives, et en déroulant l'enquête sur la base de ce mur d'images, que pensez-vous de l'environnement? Qui devrait prendre en charge l'environnement? Donc très instructif, avec des réponses qui m'ont permis d'identifier des acteurs que je n'avais personnellement pas identifiés, des associations, mais aussi des individus, des divers groupes intéressés par les questions environnementales. Dans un deuxième temps, j'ai confié un mandat d'analyse au Sphinx Institute, qui est donc un secteur de Sphinx Développement, qui est une société, afin d'analyser les données au titre d'externalisation, comme facteur de distance, c'est-à-dire pour des raisons de temps, pour des raisons aussi de crédibilité, peut-être même de scientificité, je n'ai pas cherché à interpréter les résultats, mais j'ai confié cette analyse à un institut expert dans ces thématiques. Juste pour que vous voyez les résultats que j'ai obtenus, donc l'enquête avait présenté des données quantitatives et qualitatives. Le mandat concernait l'analyse qualitative, avec notamment des nuages de mots extrêmement révélateurs. Nous prenons les réponses, questions ouvertes, les réponses obtenues, un moteur de recherche automatique qui permet de faire ressortir un certain nombre de mots qui invoquent le mot environnement. Alors c'est un exemple, toujours par direction générale dans mon département, donc je dirais aussi dans une hypothèse minimale, c'est-à-dire je n'avais ni le temps ni les moyens, en fonction de ma position, d'interroger le Grand Genève dans sa globalité. Aurait-il fallu identifier les acteurs, administrer les questionnaires, donc j'ai retenu une hypothèse minimale. Voilà, donc c'est un exemple qui a permis de révéler un certain nombre d'informations, débroussailler la question environnementale. La recherche à proprement parler est celle de l'analyse calimétrique, je l'indique ici, le cœur de la recherche. Cette analyse calimétrique, tout d'abord la terminologie calimétrique signifie une analyse sous l'angle qualitatif, quantitatif et financier. Donc on va au-delà d'une approche purement quali-quanti, en essayant d'analyser les cas sous l'angle le plus large possible en quelques mots. J'ai retenu 10 cas qui sont des projets transfrontaliers réels, soit des projets de construction, à proprement parler, soit des projets de développement, soit des intentions de développement, afin d'identifier, au moyen de l'analyse calimétrique, les difficultés, les dysfonctionnements, ce que j'ai indiqué dû à la tétranormalisation, en essayant de mettre en évidence des coûts cachés
qui existent ou qui n'existent pas. Donc là, je n'avais préalablement aucune connaissance des coûts cachés actuels, aujourd'hui, quels sont les coûts cachés générés par cette détéralisation, voire des coûts futurs. Que se passe-t-il si on ne fait rien? J'ai procédé à 20 interviews d'acteurs informateurs, alors qui sont très clairement des chefs de projet et des directeurs ou directeurs généraux dans mon environnement professionnel immédiat. Et j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une recherche avec les acteurs et non pas sur les acteurs. Hein. Donc, nous avons vraiment véritablement collaboré dans le cadre de ces interviews. Cette démarche avait pour objectif de mettre en évidence, au sens de la théorie socio-économique, des contingents génériques, c'est-à-dire des régularités que l'on peut retrouver dans différents cas, au sein d'une étude croisée. J'ai également cherché à mettre en évidence l'interactivité cognitive, c'est-à-dire un processus par lequel la connaissance est coproduite en interagissant avec les acteurs, et également l'intersubjectivité contradictoire, à savoir que les acteurs ont leur propre rationalité, leur propre vision des choses, et l'objectif était de dégager un sens susceptible d'être partagé dans le cadre de cette recherche. Principaux résultats, j'insiste encore, l'enquête préalable, elle est préalable, ce n'est pas le résultat de la recherche. Elle a permis de mettre en évidence l'importance de l'environnement. On pouvait s'en douter, mais c'est toujours intéressant d'entendre des spécialistes qui eux-mêmes sont contents d'avoir été sollicités. Le caractère protéiforme, puisque je n'ai pas trouvé deux définitions identiques du mot environnement. Environnement comme ce qui entoure l'humain, environnement comme nature, petites fleurs, forêt, environnement comme l'air, l'eau, les déchets, l'agriculture, les constructions, les aménagements. Donc caractère protéiforme. J'ai également pu identifier le phénomène de tétranormalisation, puisque parmi les échanges que j'ai eus dans le cadre des interviews, il était très intéressant d'entendre dire que finalement la Suisse et la France travaillaient côte à côte, chacun dans le cadre de leurs normes. Point. Et lorsque les sujets deviennent compliqués, les guerres passent de franco-suisse à franco-française ou helvético-suisse. Voilà. Donc une mise en évidence de cette tétranormalisation, une confirmation d'une hypothèse, et un aspect de monétarisation qui initialement m'intéressait en raison de ma fonction. La question de... Alors, on obtient des résultats très intéressants de type l'environnement n'a pas de prix, donc nous devons investir sur l'environnement, ou alors l'environnement a un prix, donc taxons la pollution, donc provisionnons des charges futures. Voilà, des réponses très variées. Au niveau de l'analyse calimétrique à proprement parler, les résultats, me semble-t-il, pertinents que j'obtiens, au travers de 10 cas, c'est une identification ou la confirmation de coûts performances cachés. Des coûts cachés, ce sont des coûts qui n'apparaissent pas dans le système comptable, et des performances cachées, ce sont des performances qui n'apparaissent pas non plus dans le cadre de la gestion actuelle. Alors évidemment, on est au niveau d'une région, ça chiffre vite, hein, j'obtiens rapidement des millions, voire des dizaines de millions de francs suisses. On a des cas de type comment éviter ou limiter la circulation sur le territoire genevois, construisons des parkings en périphérie. Ce cas assez simple, somme toute, met en évidence plusieurs millions, voire dizaines de millions de francs d'économies potentielles pour la région. Ce qui me permet d'avancer, un autofinancement par valorisation des ressources endogènes. Autrement dit, le Grand Genève dispose de propres ressources endogènes qui lui permettent de financer l'environnement, la défense ou la protection de l'environnement. C'est également la mise en évidence de l'apprentissage en double boucle comme démarche anti-tétranormalisation. Comment faire j'ai trouvé une forme de solution, une réponse possible, c'est l'apprentissage en double boucle. Cette recherche m'a permis de construire un tableau de bord de pilotage stratégique, et là qui a été, je dois dire, bien accueilli par les acteurs que j'ai interviewés, puisque eux-mêmes ne voyaient pas certains éléments. Je prends le cas de la construction des parkings, où personne n'avait évalué les gains environnementaux en termes d'économie d'émissions de CO2.
On a calculé des coûts financiers, on a estimé, évalué une réduction du nombre de véhicules, mais personne n'avait chiffré ces éléments-là. Alors, on voit par exemple qu'on a 500 véhicules de moins, plusieurs centaines de tonnes de CO2 de moins, une fluidification du trafic, donc un tableau de bord de pilotage stratégique qui pourrait servir à l'avenir aux acteurs du Grand Genève, permettant d'avoir une vision globale élargie de tous ces projets du Grand Genève. C'est également donc une intégration possible, ou souhaitée, ou souhaitable, des résultats dans une stratégie globale qui est en construction, qui n'existe pas encore vraiment. Et c'est aussi une démonstration, ou la démonstration de la pertinence, puisque j'obtiens des résultats, me semble-t-il, assez intéressants, la vraisemblance de la démarche, et surtout la faisabilité. J'ai pu le faire en quelques temps, avec des moyens limités, j'étais moi-même seul, sans apport externe, sans accompagnement externe, et la démarche est faisable. Quelques mots sur l'apport académique et managérial, je dirais presque la finalité, la valeur ajoutée de cette recherche à titre personnel et sur le plan académique. C'est l'application de la méthode socio-économique de l'ISEOR, donc un enrichissement de la connaissance au travers d'un cas nouveau, me semble-t-il assez large puisqu'il porte sur un territoire. La contribution à un champ de recherche relativement peu abordé en gestion, le territoire sous l'angle gestionnaire, le territoire comme organisation. C'est également le fait d'avoir produit ou d'être en train de produire un tableau de bord stratégique comme outil de pilotage, partager, l'idée de le partager entre les acteurs, que chacun ait finalement les mêmes outils pour piloter cette agglomération, et aussi de dialogue, voire surtout de dialogue, puisqu'actuellement, par absence ou par manque d'un tel outil, eh bien encore une fois, les acteurs travaillent dans le cadre de leurs normes sans avoir une vision, je dirais, élargie, globale des questions que j'ai abordées. C'est une recherche orientée sur l'action, on l'a compris, qui me semble réplicable à plus grande échelle, notamment sur d'autres politiques publiques au niveau du Grand Genève, la santé, la sécurité, l'enseignement, le social, le logement. Quelques essais ont lieu jusqu'à présent dans le domaine sécuritaire, qui donne de très bons résultats. La santé également, où les normes sont très très fortes en matière de santé. Donc une approche intéressante. Le logement également. Alors un apport inattendu au sein de l'organisation, là j'en suis personnellement content, c'est la chasse au dysfonctionnement et aux coûts cachés. Puisque finalement, généralement, j'assiste à où on me fait parvenir des indicateurs de type taux d'absentéisme de temps, voilà, et so what, qu'en fait-on? On n'en fait rien. On essaye d'agir sur l'absentéisme sans réaliser que finalement X personnes ne travaillent pas, donc sont non productives. Donc coûts cachés, perte de temps, les surcharges, le surtemps, les coûts de coordination, de régulation, qui ne sont pas chiffrés, puisqu'un fonctionnaire est rémunéré pour aller négocier avec un voisin français. Seulement, s'ils ne s'entendent pas, on peut passer beaucoup de temps à le faire et il n'en sort pas grand-chose. Donc voilà, un état d'esprit, une évolution, un changement. Pour terminer, quelques mots sur l'avancement de la thèse. Donc l'enquête au niveau des matériaux terminée, l'analyse calimétrique est terminée, le tableau de bord il est également terminé, la littérature a été identifiée assez rapidement. Sur la rédaction de la thèse, hors introduction et conclusion, les chapitres, sur 6 chapitres, des chapitres 1 à 4 sont rédigés, il me reste les chapitres 5 et 6 qui sont importants, puisque, comme les autres chapitres, mais qui vont porter sur finalement l'intégration des résultats, qu'en fait-on, comment les valoriser dans une démarche stratégique et intégrative. L'introduction a été rédigée provisoirement pour me fixer un cadre, un cap. La conclusion n'est pas rédigée, la bibliographie est à ce stade terminée, mais encore potentiellement évolutive au fil des dernières lectures. Voilà, je vous remercie de votre attention.